Vidéo donc sur les écueils sur le chemin et les tentations du pouvoir ou des pouvoirs. C'est de ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. Et je veux démarrer tout d'abord par la sensation d'usure que j'entends beaucoup ces dernières semaines exprimée par un certain nombre d'entre vous. Et le constat du retour d'anciens schémas en certains, avant donc d'aborder quelques-uns de ces écueils sur le chemin, on va dire, de conscience, que vous soyez flamme jumelle ou pas, ou autre, car en réalité, il n'y a pas à distinguer. D'ailleurs, tiens, voilà un premier écueil sur le chemin dont on reparlera tout à l'heure dans la vidéo. D'abord, rappeler un truc de base au sens basique, c'est que le chemin n'est jamais fini, il est constant. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est comme un chemin en spirale. On ôte des couches de plus en plus au fil du chemin, et c'est en ça d'ailleurs que c'est un chemin de dépouillement et non de développement personnel. Il n'y a absolument pas le personnage à développer, c'est le personnage que l'on dépouille pour retourner vers l'être authentique. Il n'y a rien à perdre, en réalité, il y a à regagner d'une certaine façon. Et donc, sur ce chemin, on trouve de temps en temps, où on retrouve des schémas déjà identifiés et qu'on pense avoir apurés, que l'on a apurés. Et voilà qui se remanifestent, patatras. Donc la question, elle est d'abord, comment ont-ils été traités? À quel niveau de guérison? Si c'est le personnage qui guérit le personnage, c'est la surface des choses, c'est du flanc, soyons clairs. Je vais en reparler aussi de ça, parce que ça fait partie des écueils. C'est vraiment le moi supérieur qui guérit. Je vous invite à regarder le processus de la méditation du regard du cœur qui est disponible gratuitement sur mon site internet pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le processus, il est celui-ci. Si vous êtes passé par un tiers, un thérapeute, la personne, elle ne peut travailler qu'à partir de là où vous en êtes, de ce que vous accueillez aussi en termes de guérison, parce que rien ne peut être forcé, et généralement c'est ce qui est mûr, voilà, qui peut être traité. Et aussi, ça c'est important d'entendre, à partir de là où ce tiers, ce thérapeute, en est. C'est-à-dire de ce qu'il ou elle sait, entre guillemets sait, est capable de voir. On ne voit pas ce que l'on ne connaît pas. Et je vous renvoie là au passage dans ma vidéo sur les programmations de l'âme et la dualité matricielle, où j'ai expliqué tout ça en détail, ainsi que d'autres mécanismes qui, selon moi, sont des mécanismes de base essentiels à connaître, ou à avoir souvenance plutôt. Donc, dans ce chemin, nous sommes, on va dire ça, comme dans un entonnoir. Et plus on avance, plus la partie de l'entonnoir se rétrécit. Nous n'en sommes d'ailleurs pas tous au même endroit de l'entonnoir. Alors, il n'y a pas de niveau, de palier, il y a des portes, il n'y a pas de niveau, il y a des paliers, je voulais dire, et il y a comme des portes. C'est plutôt quelque chose à appréhender de manière horizontale et non pas dans une forme de verticalité. Là, on pourrait mettre des jauges, des niveaux, comme on voit souvent d'ailleurs. Et ça fait partie des écueils. On reparle de cet écueil-là, de se croire à un certain niveau. Depuis des années, vous le savez bien, nous sommes éprouvés par l'arrivée du nouveau paradigme qui est aujourd'hui juste entamé. C'est une évidence, vous l'avez traversé. Si vous regardez cette vidéo, vous l'avez vraiment, vécu, éprouvé. Et il y a ce contexte-là dit de crise sanitaire qui est un des éléments de passage vers ce paradigme, en tout cas dans la vision que j'en ai. Alors je ne porte pas ici de jugement sur les différentes parties prenantes de cet événement par ailleurs mondial, parce que chacune de ces parties prenantes joue son rôle. Je ne vois pas d'ennemis, en fait. Souvent, et surtout dans ce type d'événement,
on met le focus sur des responsables qui seraient finalement des ennemis, etc. Il y a tout un courant autour de ça. Je vois juste, en ce qui me concerne, une adversité bienfaitrice si on sait la lire, la décoder et surtout la transcender. On a à peu près tout entendu sur la source et sur le sens de cette crise. En réalité, peu importe. C'est là, de toutes les façons, et sans doute pour un moment encore. Donc la question, elle est plutôt, et comment on la regarde et qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? C'est ça qui, surtout, à positionner, en fait. Et cet événement a provoqué et provoque encore un surgissement émotionnel, un bouillonnement émotionnel extrêmement important. Ce qui est normal d'une certaine façon au regard de la maturité de notre humanité. Surgissement émotionnel que beaucoup ont alimentent encore avec leur peur, leur rancœur, leur colère, leur sentiment d'injustice et plein d'autres aspects bien duels. Des égrégores donc se sont trouvés créés et largement nourris à travers cet événement. Et chacun a sa part dans ça, donc il convient de se regarder, c'est-à-dire que vraiment de regarder comment on s'est positionné, comment on se positionne par rapport à ça. Et ces égrégores-là, qui ont été créés et qui sont alimentés, pèsent sur nous tous. Alors plus ou moins intensément, selon là où on en est, et comment on voit les choses, quelle est notre écologie personnelle, etc. Simplement, il y a comme une charge qui nous revient en pleine face à tous. Et c'est ça le sentiment d'usure auquel je faisais référence tout au début de la vidéo. Même moi qui, en effet, fais super gaffe à travers une constance dans mon écologie énergétique, émotionnelle, enfin, etc. Il y a un travail au quotidien. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un travail en moi. Eh bien, voilà, j'ai vécu cette année de manière plutôt détachée, hein, parce que voyant au-delà de la surface de cet événement, parce qu'un vrai choix de positionnement de ma part, parce que en effet je vis dans un cadre qui est préservé, je rends grâce pour ça, et ça c'est facilitant en effet, eh bien il se trouve que j'ai pu ressentir ces derniers temps aussi un sentiment d'usure, le même que celui qui m'était finalement partagé en accompagnement ces dernières semaines. Et en allant à la rencontre de ça, de ce sentiment d'usure, j'ai constaté qu'en fait ça ne m'appartenait pas vraiment en propre. C'est le poids des égrégores en fait. Hein, donc vraiment regardez de votre côté comment vous alimentez cela, parce que c'est bien la responsabilité de chacun, de chacune. Nous sommes tous interreliés et chacun est responsable de sa part. Nous ne sommes pas victimes d'un égrégore. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, ou de ces idiots pas spirituels du tout, qui comprennent décidément rien, etc., etc. Non. Regardez, vous. Ça, c'est un écueil, hein, de dire c'est l'autre, c'est les méchants, les ci, les là, les endormis. Hein. Et ça court sacrément actuellement, depuis un bon moment. Je vais en dire un peu plus dans un moment. Donc, les égrégores. Les aspects de l'ego blessé, les aspects blessés de l'ego, que tout ceci réveille en chacun. Hein, et aussi des mémoires et des programmations que cela fait réémerger. Et notamment, et c'est le titre de ma vidéo, notamment autour du pouvoir et de l'abus de pouvoir. Et ça, c'est très fort actuellement et depuis un moment déjà, et ça ne cesse de s'intensifier. En fait, c'est Amarachaya, dans mon moi supérieur reconnecté en conscience, qui m'a mis ça en lumière il y a un moment déjà. Parce qu'il y avait des choses vraiment que je trouvais interpellantes à certains niveaux. Bref, je ne rentre pas dans le détail, et c'est ça qui a été mis en lumière. Pour faire bref, il y a comme une charge karmique, on va l'appeler comme ça, qui se réveille. Alors, quand je dis charge karmique, je vous renvoie à ma vision du karma que j'ai expliquée dans la vidéo
sur les programmations sur l'âme, dualité matricielle, que j'ai dit un instant, où j'ai expliqué que c'est un élément de la matrice en fait. Et donc c'est à traiter avec grande vigilance, sans pédaler, passer son temps à pédaler dedans, et surtout avec la conscience haute. Hein, donc c'est à apurer, ok, d'une façon tout à fait spécifique, c'est-à-dire au-delà de la matrice, et non dans la matrice, comme c'est le cas pour la plupart de ce que proposent les thérapeutes. J'ai expliqué tout ça dans cette vidéo, je vous y renvoie si ça vous intéresse. Donc il y a ces mémoires et ces programmations autour du pouvoir et des pouvoirs et de l'abus de pouvoir. Et cet événement mondial, donc la crise sanitaire comme on l'appelle, hein, en réalité c'est une crise de l'humanité, vient appuyer sur ça. Et si on ne le lit pas en conscience, on se fait embarquer, on se fait entraîner, on pédale dans un truc que l'on réactive, que l'on continue d'alimenter sans pour autant l'apurer. Ou l'apurer tout à fait, puisque même si on prend conscience, on va aller l'apurer dans la matrice. Et l'idée, c'est de l'apurer au-delà de la matrice. J'avais donc un verre d'eau. Voilà. Donc, ce que je dis là, c'est vraiment fondamental à entendre, parce que c'est un écueil tout à fait important et significatif de la période actuelle. Alors, quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir de manière vaste, hein, ce sont toutes les formes de pouvoir. Il n'y a pas un seul pouvoir, donc c'est pas seulement entendre le pouvoir politique, par exemple, le pouvoir des désignés puissants parce qu'ils sont ils ont de l'argent ou parce que ils sont voilà aux commandes des États. En fait, ça c'est tout à fait c'est une forme de pouvoir. Il y a toutes sortes de pouvoirs et d'abus de pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir va pas toujours avec l'abus de pouvoir, mais en tout cas très souvent. Le pouvoir, il est relié au personnage, à l'ego. Il est au service de l'ego. La puissance, elle est au service de l'essence, de l'être authentique. Souvent, j'ai dit ça. Regardons, donc je disais, c'est pas seulement le pouvoir politique ou le pouvoir de l'argent. Ça, ce sont des pouvoirs. Il y en a d'autres. Regardons l'actualité de ces derniers temps, de ces dernières années, même avec l'abus de pouvoir par la sexualité. Toutes ces affaires qui sont révélées, toutes ces prises de parole qui ont eu lieu, qui continuent d'avoir lieu légitimement. Légitimement, certes, et en même temps, parfois aussi dans une forme de pouvoir. Par le règlement de comptes via les médias, les réseaux sociaux. En fait, c'est la violence qui demande à être réparée par une autre forme de violence. C'est la loi du talion, ça, en fait. Et la loi du talion, c'est la loi de la matrice, les amis. Hein? Alors, bien sûr, il est absolument essentiel de dire, de parler, de révéler. C'est un pas fondamental. La question est comment et pourquoi. Vous voyez ? Donc, ce pouvoir autour de la sexualité touche aussi et beaucoup et surtout les personnes actuellement incarnées dans le genre féminin. Parce qu'en fait, elles essaient d'apurer tout ce qui est relié à l'abus de pouvoir du patriarcat. Donc ça, c'est une deuxième chose dans le pouvoir autour de la sexualité. Alors attention, repartir dans le balancier inverse du patriarcat, comme c'est la tentation ici ou là, c'est un nouvel excès. Le temps de la nouvelle ère, maintenant entamé, nous invite à l'équilibre de l'androgynie, l'androgyna, en chacun. C'est-à-dire la complétude des principes féminins et masculins en soi, en chacun. Rien à voir avec le genre. Tout est un peu confus autour de ça. Donc je vous renvoie là à ma playlist sur le féminin et le masculin, où voilà, j'ai abordé ces questions-là. Et puis c'est un fil rouge à travers mes vidéos. Si vous me suivez, vous le savez bien. Donc voyez comment vous vous sentez touché par ça. Est-ce que par ces histoires
de pouvoir autour de la sexualité. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Ce qui vous appartient dans l'ici et maintenant, ce qui est réveillé par ailleurs, ce qui vient de ces mémoires, de ces programmations personnelles ou collectives qui se rejouent actuellement. Je le redis, nous sommes tous interreliés, ce qui est différent de interdépendant. Et le vivre en conscience, ça change la donne, ça change vraiment la donne. Et tout au long de cette vidéo, c'est vraiment le mot conscience, vous allez voir, qui va revenir le plus souvent. Nous sommes actuellement dans bon nombre de domaines très loin de l'art de la nuance. L'art de la nuance, c'est pas la voie des tièdes, dans la vision que j'ai, c'est plutôt la voie des justes, parce que inclusive, elle inclut au sens de prendre en compte tous les aspects, la nuance, tous les éléments d'une situation. La caricature, elle, qui est souvent la règle aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, parce que voilà, on s'exprime d'une manière condensée, porte forcément au jugement et à exclure. Du genre, t'es avec moi ou contre moi. La nuance, c'est ouvrir et c'est se positionner au-delà, mon fameux au-delà. Encore et encore le fameux au-delà. Donc ça, c'est une forme de pouvoir. On parlait des pouvoirs. Vous allez voir que les écueils et le pouvoir, tout est interrelié. Je suis en train de tricoter une chose qui va donner un tableau plus global. Le rapport au vivant est un rapport de pouvoir. C'est ça qu'on a installé. Comme on a voulu dominer la nature. Encore du pouvoir à régler. Et d'ailleurs, ce truc-là, il nous pète bien à la face maintenant. Autre forme de pouvoir, vous l'attendez, le pouvoir spirituel. Qu'est-ce que c'est, par exemple, d'avoir des capacités subtiles? Comment sont-elles utilisées? Au service de quoi? Les capacités subtiles, c'est un savoir-faire et non un savoir-être, notamment si c'est mis au service du personnage, du besoin de reconnaissance, de se substituer à autrui, ce qui est une prise de pouvoir, de savoir pour l'autre, de dire pour l'autre, de vouloir guérir l'autre. Hein? Qu'est-ce que aussi transmettre, enseigner? Quelle est la motivation racine de ça? Au service de quoi est-ce que cela est mis? De quelle source viennent les enseignements? Et ça, c'est fondamental, fondamental. La source, hein, la plupart des canalisations, je l'ai dit plein de fois, est astralisée aujourd'hui, donc polluée. Parce que appartenant à la matrice. Et dans la matrice, il y a un paquet de trucs. Des trucs très crades, moyen crades, et des trucs plus ou moins lumineux. La pure lumière divine unifiée, celle dont je parle très très souvent, elle est au-delà de ça, au-delà de la matrice. Et si on s'arrête un instant là-dessus, le pouvoir dans le milieu spirituel, il est largement répandu. Regardons les choses en face, juste en lucidité. Des personnes se substituent, pensent à votre place et vous disent ce qui est bon ou mauvais, avec votre consentement tacite, inconscient ou plus ou moins conscient, parce que vous vous sentez perdu, parce que vous êtes en quête de réponse, en quête de sens et que vous vous tournez d'abord vers l'extérieur, vers un sachant reconnu, dit expérimenté, etc., etc. Sur mon chemin, j'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns, même si ce chemin est éminemment indépendant et solitaire, et la plupart n'incarnaient pas leurs propres propos. Il y avait souvent une non-congruence entre la coulisse et la scène, en plus de toutes les batailles d'ego qui pouvaient avoir lieu en arrière-plan. C'est ça aussi la réalité. Hein, et ça tient aussi au pouvoir que vous conférez à ces personnes. Au fait que vous les pensez plus avancés, plus quelque chose que vous, et que vous leur portez admiration, c'est l'ego, c'est le personnage qui admire. Hein, que vous voyez une forme de culte, même pour certains, certaines,
que vous les voyez intouchables, inébranlables, dans une sorte de perfection atteinte, et donc bien peu dans leur humanitude, hein, d'autant que peu, eux, osent la dire publiquement, hein, c'est-à-dire justement les écueils qu'ils traversent, et tous en traversent, nous en traversons tous. Donc peu osent la dire, cultivant ainsi l'illusion du « je vais bien, tout va bien », et donc de leur posture haute, voyez. Et la réalité, elle est souvent autre. Nous sommes tous éprouvés, tous en chemin, tous faillibles. Alors certes, à des degrés différents, hein, selon le regard de conscience que l'on porte sur soi, sur son personnage. Donc ça, c'est vraiment à regarder de très très près, parce que c'est très très vif. C'est extrêmement présent dans l'univers spirituel, spiritualiste actuellement, de partout. Autre écueil très vif actuellement, et en même temps classique sur le chemin de retour à l'être authentique, je veux dire classique au sens où on passe tous par là. Et tout ce que je suis en train de dire d'ailleurs, on passe tous par là, l'idée c'est est-ce que j'y reste ou quoi, c'est plus ça, vous voyez. Quand on a cheminé un peu, on peut se sentir de plus en plus déphasé, en décalage, on va dire, avec autrui, avec cet autre qui n'avance pas de la même façon, même rythme, par la même voie. Et la tentation est grande alors de couper avec ces personnes, de les juger avec plus ou moins de bienveillance ou plus ou moins de condescendance, d'invoquer le fameux « ah ben il vibre plus avec moi, il résonne plus avec moi », donc voilà, pour justifier en fait son choix de s'éloigner. Et c'est ok, il ne s'agit pas là d'aller vous auto-juger, hein, juste de voir les mécanismes qui sont très courants. Ces mécanismes-là sont très courants. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'amour universel, qui est le fondement donc d'un chemin dit spirituel de retour vers l'être authentique, l'amour universel dans sa nature intrinsèque consiste à inclure et non à exclure. Nous sommes cet amour universel. C'est notre nature. Alors simplement, évidemment, elle est voilée par les illusions, par les programmations, le personnage qui veut tenir les rênes, les blessures, les failles égotiques, bref, tout notre joli bagage là, et du coup, on fait du mieux que l'on peut avec tout ça, hein, il faut bien le reconnaître, dans un amour souvent conditionnel et conditionné, qui tente de revenir à la maison, c'est-à-dire à l'amour universel. Donc l'amour universel inclut, c'est-à-dire accueille chacun là où il en est, pas de manière mièvre, de manière au contraire extrêmement lucide et en même temps bienveillante. Parfois accompagnée d'une capacité à bousculer. Comment on bouscule? Ça, c'est une autre question. Ce qui est très répandu dans le milieu spirituel et spiritualiste, c'est « tu vibres pas comme moi, je te loue ». Allez, ça c'est juste, et je vais dire pourquoi, et pas tout à fait juste au regard de l'amour universel, dont je viens de rappeler la nature, l'amour universel qui consiste à accueillir les moldus, les moutruches, comme on les appelle, les endormis, etc., comme on appelle si joliment, et de manière très jugeante, dans le qualificatif, toutes ces personnes, voilà, qui empruntent un autre chemin, qui ont un autre agenda, etc., etc. Et même, donc, consiste à accueillir donc, tout un chacun, et même les énergies involutives comme la fausse lumière, avec la conscience de qu'est-ce que c'est que la fausse lumière, comment ça marche, quelles sont les failles en nous qu'elle utilise et comment nous nous occupons de nos failles qui sont des portes d'entrée, des invitations à se faire polluer par la fausse lumière. J'ai déjà largement communiqué là-dessus via mon billet sur mon blog des mots à l'âme du 13 avril 2019, billet et tout ce qui est associé à ce billet. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie là-dessus
pour affiner ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est que la fausse lumière, les mécanismes, etc. Donc, pouvoir tout accueillir dans sa diversité parce que le 1, il est multiple. Il n'a donc pas qu'un visage, qu'une forme. Et le chemin n'a pas forcément une forme, je le disais tout à l'heure, verticalisée, mais plutôt horizontale, le chemin de conscience. Et donc ça, c'est à méditer, peut-être. Donc, je disais, ça n'est pas juste, entre guillemets, hein, regarde l'amour universel, et en même temps, c'est juste. Tant qu'on a encore des failles narcissiques, des blessures égotiques, telles que l'on n'arrive pas à vivre au contact de telle personne, telle situation, telle énergie involutive, parce qu'on va se faire polluer, parce que, voilà, on est dépassé. N'empêche qu'il convient de se poser la question et d'apporter la réponse du travail que l'on fait en soi, par rapport à ce qui est touché en soi. Parce que rejeter ou fuir, tout ce qui nous touche, nous blesse, nous irrite, c'est pas une fin en soi. On enlève l'agent irritant et on croit que ça y est, c'est bon, ça roule. Non, mais le bazar racine, là, il est toujours là, hein. En fait, hein. Il n'a pas bougé. Et donc, va venir une situation, une personne, autre, en effet. Voilà, donc on change le cadre et on recommence. Hein. Donc, alors, tu vibres pas avec moi, je te vibre, ça n'est qu'un artifice qui sert à masquer un déficit de responsabilité et de travail authentique et profond en soi. C'est ça que je veux dire. C'est en cela, si vous voulez, que c'est juste et pas juste. Donc, voyez, dans l'art de la nuance, les différents aspects de cette affaire. Hein, parce que passer du temps à rejeter tel ou tel, pas assez ceci ou trop cela, pour ne rester que dans un entre-soi d'initiés, de personnes du même acabit, est-ce que c'est cela la spiritualité? Hein, la spiritualité, est-ce que ça n'est pas d'abord l'ouverture de cœur et de conscience, ce qui finalement, grosso modo, la même chose, qui consiste à dire, tu es différent de moi, dans la conscience de cet instant, eh bien, je t'accueille du mieux que je peux, là où tu en es, là où j'en suis, et en toi, je me vois, et je t'invite à te voir en moi. Ça peut être intéressant aussi. Je me vois en toi et je t'invite à te voir en moi. Plutôt que de dire t'es pas assez évolué, t'as ceci qui déconne, attends je vais te faire la leçon parce que moi je sais, comme je suis plus loin, j'ai compris un truc, machin, machin. Oui, bien sûr, il est toujours possible de partager. Ça c'est un biais de l'ego spirituel, hein, ce que je viens de dire. Donc bien sûr on peut éclairer l'autre sur ses dissonances tout en ayant pris soin de regarder d'abord les nôtres. Hein, et en étant vigilant à comment on les éclaire auprès de l'autre, parce que souvent on est tenté de faire la leçon, ça c'est quelque chose qui revient très très souvent en fait en accompagnement, je parle dans un relationnel, soit de couple, un relationnel tout court, hein, on n'est pas là sur un rapport thérapeutique, mais souvent il y a des personnes qui quand elles ont cheminé vont transposer un rapport thérapeutique, vont jouer au psy ou au thérapeute, dans leur relationnel privé. Ça, c'est un biais très, très fréquent, en fait. Et qui devient de plus en plus fin sur le chemin, en fait, notamment chez des personnes très douées en matière de psychologie humaine, qui ont un vrai talent pour ça, et dont ce grand talent va être récupéré par leur personnage pour finalement et insidieusement prendre le pouvoir sur l'autre. Encore du pouvoir. C'est le sujet de cette vidéo. Ben ça demande à être regardé avec lucidité et à être traité si c'est encore là, parce que c'est un des écueils du chemin. Et ça nous reprend de temps en temps, ça peut nous reprendre cette affaire-là. Vous voyez? C'est juste de le voir et de le traiter, de s'en occuper. Alors oui, bien sûr, c'est bien plus chouette, on est d'accord, on va se le dire, hein, de fréquenter, de vivre le chemin de conscience avec des personnes qui vivent aussi un chemin de conscience consciente, voilà, car ça va plus vite pour dénouer le bazar qui pourrait se présenter dans la relation, hein, dans les interactions, évidemment. Simplement, l'autre, quel qu'il soit, vient toujours nous montrer quelque chose de nous. Il n'y a rien pour rien, comme je dis. Ça n'existe pas. L'univers, il n'y a rien pour rien. Quand ça vrille,
Est-ce que je regarde ce qui est touché en moi? Est-ce que je suis capable de poser de l'amour sur moi et sur l'autre, de la patience un peu aussi, parce que les rythmes de chacun peuvent être différents. Il n'y a pas une méthode, tout s'invente et se réinvente à chaque instant. Hein. C'est regarder encore et encore et encore en conscience. Et vous comprenez bien que ça, ça fait partie aussi de ce que j'évoquais il y a un instant sur le pouvoir. C'est aussi faire preuve de pouvoir à travers une sorte de condescendance rejetante que cela. Tout à l'heure, j'ai parlé de condescendance. De temps en temps, dans mon accompagnement, je raconte vite fait une anecdote personnelle, je vous livre là, je ne crois pas l'avoir partagée encore. Avant que je me réveille, on va dire, enfin voilà, que ma conscience s'ouvre, j'avais visité la cathédrale de Chartres. Et alors, comme un touriste lambda, j'étais tellement gratinée, pour vous dire, que j'avais même pas vu le labyrinthe. Voilà. Partait de très très loin. Alors certes, il y a des chaises souvent en permanence sur le labyrinthe, mais alors là, moi j'étais passée à côté même de ça, pour vous dire. Et je la revisite il y a de ça quelques années, donc avec une autre conscience. Et là, évidemment, plein de choses se passent, je sens, etc. Bon, bref, du nettoyage, compagnie, bref. Et là, j'en arrive à me dire, non mais je suis pas venue là déjà, ça se peut pas, enfin, je reconnais rien, tellement mon regard était différent. En fait, si, j'étais bien venue, je me souvenais avec qui, quand, quoi, comment, bon, bref. Sauf que je ne voyais pas du tout une réalité qui n'avait pas bougé. Hein. La cathédrale de Chartres, elle n'a pas bougé. Hein. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire, ayez votre cathédrale de Chartres. Parce que quand ça me reprend, là, mon histoire de sage courroucé, qui va dire, oh là là, non mais, on n'est pas rendu là avec cela. Hein. On n'y est pas là. Hein. Regarde-les. Pas souvent, mais quand ça reprend cette histoire du sage courroucé, je repense à ma cathédrale de Chartres et d'où je viens. Et là, tout de suite, ça si vous voulez, ça ramène de la bienveillance et de l'amour dans le bazar. Donc, ayez votre cathédrale de Chartres. Hein. Tout comme là, dans le prolongement de ce que je suis en train de dire, on peut avoir des bouffées. J'ai entendu quelqu'un le dire il n'y a pas longtemps, une enseignante qui a sacrément bourlingué, etc., breton, et qui a aussi ce type de bouffée, du genre certains matins, oh là là, non mais ils comprennent rien, pourquoi ils avancent pas? Sauf que bon, en ce moment, on sent que, voilà, c'est le rendez-vous, faut y aller, ça s'agite dans tous les sens, il y a un espèce de truc vraiment bouillonnant. Ça, c'est une empreinte de pouvoir. Parce que je veux que l'autre, je veux, pour l'autre, que l'autre, il avance comme je projette. Ou comme j'avance moi. Vous voyez? Alors évidemment, comme souvent, il y a une intention racine très bienveillante derrière ça, qui parle de servir, qui parle de contribuer, et que chacun puisse le faire, parce que, voilà, ce serait l'heure, etc. Parce que, n'empêche que c'est récupérer cette affaire-là par le personnage, et ça devient un truc altéré qui veut pour l'autre. Donc il finit par juger, par prendre le pouvoir. Vous voyez comme c'est fin. Et ça vient aussi de programmation. On réactive, et donc c'est super important de le regarder en conscience. Une nouvelle fois, quand ça arrive, le sage courroucé, le truc, la bouffée de « ils y comprennent rien », voilà. Tout ça, c'est des réactivations. Et ça, c'est vraiment important actuellement de le voir, parce qu'on se fait embarquer dans des tas de trucs, dans le prolongement de ce que je disais il y a un instant sur le milieu spirituel. Je vois à quel point, depuis 2 ans environ, c'est investi par des énergies involutives. Et encore plus ces derniers mois, là, depuis la main, c'est... Vraiment, la fausse lumière a vraiment pris place. Parce que des personnes sont en recherche de sens, en quête de vérité, et avec des failles. Parce qu'il y a des consciences qui s'ouvrent, etc. Il y a des garde-fous qui ne sont pas en place, etc. Il y a un déficit de discernement. Donc, et puis parce qu'on cherche à l'extérieur d'abord, à l'extérieur de soi d'abord.
Donc il y a vraiment des phénomènes d'emprise qui ont lieu. Je vois ça très très souvent, quasiment chaque semaine. Alors attention, hein, personne n'est victime, hein, soyons clairs. Ça, c'est consenti à un certain niveau. Ça prend racine sur les failles encore présentes en chacun. On va être clair. Et puis, c'est des expérimentations, là encore, qui sont des adversités bienfaitrices, profondément initiatiques, si on sait les traverser et les transcender. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire. Mon expérience avec la fausse lumière a duré pratiquement 1 an. La transcender a été profondément initiatique. Et les personnes que j'accompagne qui ont ce même type d'expérience, quand elles la regardent en face et la transcendent, c'est également profondément initiatique. Il n'y a pas de victime là-dedans. Donc je disais, phénomène d'emprise, milieu spirituel très investi par les énergies évolutives, la fausse lumière, et ça, voilà, ça prend racine sur les failles. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus on avance, plus l'expérience avec les énergies involutives se raffine, plus ça devient fin en fait, hein, jusqu'à être de la haute couture, vraiment de l'orfèvrerie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, les amis, vous le savez bien. Et c'est pas parce qu'un discours est pertinent, que des enseignements sont emplis de sens, que la source à laquelle la personne est rattachée est de pure lumière divine. Non. Une personne en fausse lumière peut transmettre des enseignements extrêmement pertinents, intéressants, c'est ça d'ailleurs qui est confusant. Simplement, au-delà de ça, eh ben, son énergie, elle aspire et puis elle vaut pollution, emprise, comme je l'ai expliqué dans mon billet du 13 avril 2019. Hein, et c'est pas parce qu'on se présente flamme jumelle ou couple de flammes jumelles qu'on l'est, ou qu'on est, ou que les personnes sont en vraie lumière. Non. Comprenez bien une chose pour résumer, que dans la matrice duelle et involutive dans laquelle nous sommes, tout est copié-collé. Tout ce qui existe en pure lumière divine existe en version altérée dans la matrice. Tout. D'où l'intérêt, comme je le dis depuis longtemps et dans tous mes accompagnements, de poser un garde-fou simple et clair, de ne recevoir, ne se connecter qu'à des énergies de pure lumière divine unifiée. Pas dans un mouvement de rejet, de peur de quoi que ce soit, simplement comme acte d'amour pour soi, d'intégrité, d'écologie personnelle. C'est ce qui constitue le socle de la voie de la réconciliation que d'avoir cette double capacité. Hein, j'ai souvent parlé de la réconciliation avec un R majuscule. Elle prend du temps, cette voie de la réconciliation. Elle se comprend dans ses profondeurs et ses subtilités en faisant ce chemin et en me laissant le temps faire son œuvre. C'est tout à fait spécifique. Les femmes solaires savent un peu plus peut-être de quoi je parle, mais ça commence par voir au-delà. Il y a dans les alchimistes, pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie spirituelle, ce qu'on appelle une troisième loge. Alors rien à voir avec les francs-maçons, hein, les amis, hein, vous savez que je n'appartiens strictement à aucun groupe de quelque nature que ce soit, strictement aucun. C'est la base de ma souveraineté. Et cette loge, donc la troisième loge, elle est au-delà de 2 autres loges que sont la lumière et l'ombre, en fait. Donc, il est essentiel dans ce contexte que je suis en train de décrire, à nouveau, je vous le répète, d'aiguiser toujours plus son discernement. Pas dans une forme de méfiance et de peur, plutôt de lucidité, d'hyperconscience. Et puis par l'art du questionnement. Non pas un questionnement mentalisé, ce que j'appelle aussi l'art du doute non invasif, parce que le doute invasif, lui, il va venir figer et scléroser. Le doute intelligent qui remet en question. Chaque jour, je me questionne. Il ne s'agit pas de tout détruire, même si à certains moments ça peut avoir lieu et ça peut être tout à fait pertinent à certains moments du chemin, surtout sur des grandes étapes initiatiques. Je n'ai pas de certitude.
La certitude, c'est la porte ouverte aux croyances. La croyance, c'est pas la foi. Hein. Et la foi, ça n'est pas l'aveuglement. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel je vous invite vraiment à regarder en profondeur. C'est un écueil très vif actuellement de ne pas avoir conscience que plus on avance, plus ça se raffine et que ce sera toujours là sur le chemin de cette adversité des énergies involutives. Et que si on sait s'y prendre, on peut en tirer vraiment bienfait évolutif, je le répète, hein, plutôt que de se faire tirer en arrière comme je vois ces derniers temps des personnes qui ont bien avancé se faire tirer en arrière, mais vraiment, hein, on va investir par ces énergies involutives et polluées parce qu'elles n'ont pas réglé des failles narcissiques en elles, hein, besoin de reconnaissance notamment, d'exister, de contribuer, de toujours plus de ceci ou cela, d'audience, de pouvoir, par déficit de conscience, sur les programmations de pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai vu aussi ça chez toute cette année là qu'on vient de passer, 2020, très fortement chez des personnes qui ont vraiment cheminé, qui ont une forte audience, un auditoire important, qui se sont fait récupérer. Et dans le milieu spirituel comme ailleurs, hein, comme les milieux annexes, comme je les appelle, elles se sont fait embarquer, et du coup elles embarquent leur audience avec. C'est une responsabilité la prise de parole. Hein. Vraiment, la prise de parole publique, c'est une responsabilité. Chaque mot que je vous partage, il est pesé pour ma part à chaque fois. J'essaie d'être extrêmement attentive avec ça. On a le droit d'évoluer, on a le droit, bien sûr, de s'achoper justement sur des écueils et donc de toujours rappeler aussi souvent que possible que l'on parle à partir de là où on est, selon sa vision, d'être le plus clair et le plus transparent, d'abord avec soi et donc avec les autres. Voyez ? Parenthèse sur un autre écueil, on est en train d'égrainer les écueils, c'est confondre, comme c'est très répandu, la fausse lumière et l'ombre. Alors je redétaille pas, hein, parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans mon billet du 13 avril 2019, mais c'est ne pas comprendre le mécanisme de la fausse lumière, hein, qui est une lumière altérée, alors que l'ombre est une lumière reniée, et la fausse lumière, qui est une lumière altérée, se sert de l'ombre pour masquer sa propre existence. Ça, c'est super important. Et donc, la plupart des gens qui parlent de fausse lumière parlent en fait d'ombre. Et tant qu'on fait ça, on reste dans la dualité et en plus, on masque, on ne voit pas la fausse lumière et qui est pourtant l'énergie qui est aux commandes de la matrice duelle. Donc, voilà. Au début de cette vidéo, j'évoquais un écueil flamme jumelle. Je ne reviens pas sur ce que j'appelle les fantasmes de ce chemin dont j'ai fait au moins une vidéo. Ce que je suggérais tout à l'heure, c'est de se croire à part en tant que flamme jumelle. Alors oui, le chemin il comporte des spécificités, on est bien d'accord. Comme d'autres chemins en ont aussi d'ailleurs. Oui, il est difficile d'être compris quant à ces spécificités-là. Et c'est donc un chemin souvent solitaire. Ce qui ne veut pas dire un chemin d'isolement. Et aussi, il peut y avoir une inclinaison dans tout ça à en faire une identité, au sens d'une identification. Un enfermement qui consisterait, là encore, qu'à ne plus fréquenter des flammes jumelles, des enseignements flammes jumelles, des groupes flammes jumelles, etc. etc. Certains, en entretien, me disent « je respire, je bois, je pense, je ne vis que flammes jumelles ». J'ai envie de dire, je dis, entamer une détox. Hein. Petite cure de détox. Ce lien dans sa nature intrinsèque qu'il comporte, il amène à l'ouverture de cœur, de conscience, et donc à élargir et non pas à rétrécir. Et pourtant, c'est parfois le cas. Tout comme un autre écueil flamme jumelle, c'est de penser que tous doivent accompagner, être thérapeute, enseignant spirituel, faire des soins, etc. Alors que la contribution, elle peut prendre tellement de formes. Il y a par exemple beaucoup de flammes jumelles dans le domaine de l'art, dans le domaine artistique,
L'ouverture de cœur et de conscience, qui est la même chose d'une certaine façon, n'a pas qu'un seul visage et un visage stéréotypé. Ce qui compte, c'est incarner votre essence, votre coloration, c'est ça qui compte. Donc voilà pour les écueils flammes jumelles. Autre écueil, refuser la loi du temps et donc vouloir tout de suite, maintenant. Parce qu'on a mal et qu'on voudrait que ça cesse, et ça, évidemment, c'est complètement ok. C'est d'aller à la rencontre de ça, juste se laisser traverser par « ça fait mal ». J'avais guidé sur ce point-là dans une méditation, et je pense que j'en reparlerai bientôt de cette affaire de « ça fait mal ». Accepter la loi du temps pour l'intégration en soi. Et encore, ça va de plus en plus vite. Les énergies sont si porteuses que ça va de plus en plus vite. À vous d'accueillir, à chacun d'entre nous d'accueillir. Autre écueil, refuser après avoir traité un point en soi que la vie nous présente des situations venant toucher ce point. La vie, elle est enseignante. Je rappelle donc, quand vous traitez un point en vous, elle vous amène ensuite des situations comme pour jauger où vous en êtes. Est-ce que votre mécanisme précédent se réactive? Et si oui, dans quelle mesure? Est-ce que ça fait toujours aussi mal ou pas? Etc. Je vois ça en particulier, c'est vraiment très très vif dans l'atelier soins en route vers votre Graal, où là, alors la vie, elle amène mais direct des situations en lien avec ce qui est travaillé, comme c'est la lune noire, c'est-à-dire un aspect hyper refoulé, c'est notre plus grande attraction et notre plus grande terreur, on va dire, c'est vraiment significatif comme processus. Alors à chacun de le voir ensuite, parce que comme c'est l'hyper refoulé, il peut y avoir un maximum de déni, simplement c'est vraiment édifiant. On fait ça dans les entretiens que j'ai à la suite de l'atelier, c'est vraiment édifiant. Autre écueil, vouloir dissoudre son ego au sens de le tuer. On ne peut pas tuer, selon moi, son ego en étant incarné. On peut entrer en maîtrise avec un M majuscule, ce qui ne veut pas dire contrôle. C'est peu à peu ne plus s'identifier en totalité à lui. Nous ne sommes pas le personnage, c'est un costume. J'ai mon costume, là, il est joli, mon costume de... Je te fais une vidéo hier. Je raconte ça de temps en temps pour illustrer que j'ai une façon un peu dissociée de vivre le personnage, dissociée au sens de une désidentification très rapide et très forte, c'est-à-dire cette capacité de regarder le personnage faire son théâtre tout en vivant le théâtre, c'est-à-dire en laissant vivre le théâtre au personnage, vivre sans être cela. Alors, le vivre de moins en moins, et ça, ok, et quand je le vis, je vis ainsi, en fait, c'est-à-dire que, voilà, ok, ce matin, je suis chafouin, je laisse faire sa crise à mon personnage, et en même temps, je ne m'identifie pas à ça. Je vois que c'est mon personnage, je le dis même, et peut-être même je peux en rire, je peux rire de ça, ça m'amuse, je peux m'amuser avec ça. Je fais la pièce de théâtre, c'est même la commedia dell'arte en ce qui me concerne, et en même temps, je suis mon propre spectateur qui rigole. Et même quand, imaginons, je suis empêtrée dans un truc qui m'embarque parce que ça touche une blessure encore vive, je vois simultanément ou vraiment très très vite derrière, donc légèrement en différé, on va dire, il y a vraiment cette capacité simultanée. Donc, bien sûr que parfois on peut être pris dedans, mais vous le savez bien que vous êtes pris dedans. Vous le savez bien que c'est le bazar du personnage. Et là, vous ne trouvez pas les moyens de vous en extirper immédiatement. C'est ok. Je suis dedans, voilà. Parfois, ça m'arrive encore, et je le dis, et après, en léger différé, si ça n'a pas été simultané, j'ai comme un film que me repasse mon observateur pacifié, lui qui dit hyper serein. Bon, alors voilà la scène que tu as jouée au niveau de ton personnage il y a 5 minutes. Alors, c'est sans coloration émotionnelle. Je me repasse pas
l'histoire que je me raconte en tant que personnage. Attention, hein, comprenons-nous bien, c'est une caméra factuelle qui enregistre sans jugement, hein, qui filme le truc dans sa réalité toute crue. Prends-toi ça dans la face, ben c'est chaud ma fille. Hein. Vois-tu vois-tu donc? Et là vient la question, la fameuse question de qui regarde. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si c'est le personnage, c'est du flan. Le personnage ne guérit pas le personnage. Le personnage, il est un cyclope. Le personnage est un cyclope. Il ne voit que ce qu'il veut, que ce qui l'arrange. Et si la transformation engendrée possible, donc par le fait de porter son regard, vise à lui ôter du pouvoir, il n'y aura pas. Il voit en mode cyclope. Pas vu, pas vu, pas pris. Le personnage, il aime le pouvoir et le contrôle, en plus, d'avoir la culture du drame, le sens de la tragédie, l'inclinaison au shoot émotionnel, etc., etc. Tout ça, c'est la came du personnage, tout ça. Ah, vous voyez, c'est ça. Seul le moi supérieur, donc cette part en soi qui est inaltérée, inaltérable, peut poser le regard du cœur et guérir en permettant la transcendance. Donc oui, l'initiative de guérison, elle est posée par le personnage et ensuite, c'est essentiel d'accepter de passer le relais au moi supérieur, à la conscience, par exemple avec une intention simple et claire, au nom de ma divinité, au nom de mon moi supérieur souverain, je me libère, tatati tatata. Hein, le moi supérieur, c'est un espace de paix, de compassion, qui peut sourire même sans moquerie, aucune ni cynisme, même au milieu du drame du personnage. Parce qu'il connaît l'impermanence de toute chose. Donc oui, cela arrive. Et c'est vraiment essentiel de se souvenir qu'on en sort, qu'on ne va pas rester dedans, que tout est en effet impermanent et que cela aussi passera. Une des stratégies de l'ego d'ailleurs est de nous faire croire qu'on ne va pas en sortir. Que c'est foutu, que c'est la fin. Eh oui. J'ai une personne accompagnée qui récemment me demandait en entretien si les états émotionnels à vif, les bouffées égotiques, avaient un lien avec la physiologie, le corps, et aussi la lune. Tout mis dans le même sac. Et en fait, c'était plutôt pertinent. Alors selon moi, oui, puisque le corps dans sa composition est soumis à la matrice qui impacte tout ce qui est dense, hein, tout ce qui est matière, donc le corps. Et puis parce que nous sommes soumis à des bombardements d'énergie astrale, astralisée, électromagnétique. Donc, comme je le fais dans tous mes accompagnements, il y a un travail à faire sur les cellules, les mémoires cellulaires, ADN, et aussi sur les programmations qui concernent le corps. Je souris parce qu'il y a un oiseau qui... Bon, bref. Qui concerne le corps. Alors, ce qui peut passer d'ailleurs, cette affaire-là, par un défi de santé temporaire, sans qu'il y ait d'ailleurs aucun diagnostic factuel, parce qu'il y a une restructuration de la matière d'une certaine façon. Donc, se souvenir que le corps fait partie, a priori, en l'état actuel, de là où j'en suis, de l'ascension, et ça vous l'entendez certainement par ailleurs. Donc il y a bien une invitation à un travail spécifique aussi sur ce champ-là. La matière, elle fait partie du processus ascensionnel. Comme dit Tamarachaya, c'est descendu et ça remonte. Hein, c'est le fameux chemin des lucioles dont j'ai parlé, notamment lors de la libération des programmations sur l'âme. Notre bagage, il est si dense. Il n'y a pas de baguette magique où on va tout régler en une seule fois. Ça, je ne crois pas à ça. On ne peut pas ôter la troisième couche avant d'avoir ôté les deux précédentes. Et on est chargé comme des mulets de densité de programmation, les amis. C'est ça, la réalité de la chose. On est chargé comme des petits mulets. Donc, à propos de la Lune, pour terminer avec cet aparté que faisait la personne accompagnée, qui peut être intéressant aussi, et qui parle aussi des écueils. Je ne suis pas en train de m'égarer, vous allez comprendre, la Lune, elle joue aussi un rôle à ce propos. J'en donne toute une explication dans la vidéo privée de l'atelier soins Femmes solaires, où j'évoque que la Lune, elle agit en effet beaucoup sur nos émotions, et donc sur l'aspect astral en nous, donc ce qui est le plus relié à la matrice, qui est fondée sur l'astral, justement.
Et même les cycles de la femme sont basés sur les cycles lunaires, à un jour près, les règles étant nommées d'ailleurs par ailleurs les lunes. Donc vigilance, ce que je voulais dire, vigilance aussi quant au rituel avec la lune en fait. Et je pose la question dans cet atelier soins de la femme solaire d'une inversion des polarités, une altération qui remonte à belle lune, c'est le cas de le dire, qui a visé à limiter le féminin solaire, et je dis bien féminin solaire, qui est présent en chacun de nous d'ailleurs, pas seulement les femmes, et pas seulement les femmes solaires, qui certes sont les femmes étendards de ça, simplement il y a vraiment quelque chose à entendre en termes sur l'inversion des polarités et sur la limitation du féminin solaire. Donc laissez ça se déposer en vous. Communication codée à plusieurs niveaux, comme de temps en temps. Parenthèse refermée. Autre écueil. Vouloir, il y en a bientôt fini. Vouloir tout comprendre et chercher à tout mentaliser. Alors, vous avez une spécialiste devant vous. C'est important de distinguer la mentalisation de la conscientisation. Il y a parfois une confusion là-dedans. Et puis parfois, on libère sans avoir besoin de conscientiser. Les énergies actuelles, elles nous portent de plus en plus à ça. Et en même temps, le chemin, il se fait en effet par la conscience. Il y a d'ailleurs, dans le prolongement de ce que je viens de dire là, derrière cette inclinaison, autour de la mentalisation, une forme de pouvoir encore. Pouvoir par le savoir. On est toujours dans les écueils et les pouvoirs, je vous rappelle. Or, le savoir n'est pas la connaissance. Et c'est selon moi, la connaissance qui est la porte. Puisque c'est ce que nous avons perdu dans la chute. Il y a un juste équilibre, me semble-t-il, à trouver dans l'incarnation qui est nôtre, entre le savoir théorique et l'empirique, l'intuitif. Entre le vouloir tout comprendre, tout prouver, et le subtil qui, par définition, est invisible et donc improuvable. Il y a un juste milieu. Et selon la vision que j'en ai, la connaissance est ce juste milieu parce qu'elle inclut le monde invisible subtil et le monde de la forme, de la matière. C'est cette voie réconciliée, à nouveau réconciliée, inclusive, à nouveau inclusive, telle la nature de la pure lumière divine. On parle de la même chose tout le temps. Donc privilégier le scientifique, le factuel, c'est se couper du sensible. Privilégier, et on voit où ça nous a amené, privilégier le subtil, c'est potentiellement rejeter la matière et ce qu'elle comporte dans l'incarnation. Donc avoir souvenance que l'on a tout en soi, que la sagesse naturelle, elle est présente en chacun de nous, et que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de la laisser réémerger. Parce que parfois, je dis parfois, se former amène à se formater. Donc regardez ça aussi si c'est votre cas. Se formater, ça veut aussi dire se conditionner, c'est-à-dire adopter la pensée d'autrui, adopter un prêt à penser et développer des éléments de langage. Et ça vaut pour le milieu spirituel. On parle souvent d'éléments de langage en politique ou en marketing. Et vraiment, ça vaut aussi pour le milieu spirituel. On utilise, j'avais déjà parlé de ça, on utilise des mots sans les avoir vraiment intégrés, sans les incarner. On est dans l'écume des choses, en fait. On les utilise, on les exprime et on nourrit, en fait, un ego spirituel. C'est ça qui se passe. La spiritualité, elle n'a pas besoin de langage spécifique. En réalité, c'est le langage du cœur que la spiritualité. Alors, bien sûr que les mots veulent dire quelque chose. Et vous savez à quel point j'ai cette inclinaison pour les mots. Et bien plus que ça, en réalité. Bien sûr que les mots veulent dire quelque chose. Bien sûr que les mots portent une énergie. Simplement, si on les incarne, alors ils deviennent le verbe qui se fait chair. Autre écueil qui revient régulièrement, je veux être connecté à mon moi supérieur. Alors déjà, commençons par ne rien vouloir. Et puis surtout, comprenons bien que tout le monde est connecté à son moi supérieur. Je parle des personnes en vraie lumière, on va faire simple. Après, est-ce qu'on est connecté en conscience, consciente ou pas? En résumé, qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde est connecté à
son soi supérieur. Et il y a des personnes qui ne le savent pas parce qu'elles l'ont oublié, la conscience est pas réouverte, et donc elles ne savent pas que c'est là. Elles sont sur un chemin uniquement matérialiste, de densité, et voilà, et c'est ok. Et puis il y a des personnes dont la conscience s'est réouverte, se souviennent donc il y a un moi supérieur, simplement ne sont pas reconnectés en conscience consciente. Voilà. Et du coup, le moi supérieur, il parle à travers des fulgurances intuitives, des rêves un peu spécifiques, des synchronicités. Donc évidemment, le personnage va s'empresser de se saisir pour interpréter, mentaliser, contrôler, compagnie. Le classique pour nous tous sur le chemin. Et il y a des personnes qui, en effet, connectent en conscience consciente leur moi supérieur. C'est-à-dire, en fait, autocanalise cette part d'elle qui est en fréquence plus élevée. Je discute avec Tamara Shaya. Pour faire ça. En fait, c'est retrouver une amie très intime sans la rechercher. C'est une voix très spéciale. Et évidemment, ça passe à travers les filtres du personnage. Donc la transmission elle est plus ou moins claire selon l'état du tuyau, si je puis dire. Et c'est notre responsabilité à chacun que de nettoyer notre tuyau. Écologie personnelle. Pourquoi ça arrive à certains et pas à d'autres? J'en sais rien. Et en vérité, je me suis jamais posé la question. Ceci dit, je pense que plus on va le vouloir, moins on va le vivre. Moi, j'ai rien voulu de ce truc-là. Je l'ai pas cherché, je l'ai même pas imaginé. Ça m'est tombé dessus un jour de septembre et Inch'Allah. Donc, voilà. Donc, attention à pas fantasmer ça aussi, et à pas le confondre comme avec les guides, avec un outil de voyance, pour savoir c'est quoi la suite, qui, que, quoi, dont, où, comment, etc., pour s'éviter des épreuves et donc des transformations. C'est pas comme ça que ça marche. Penser que cette part où les guides vont se substituer à nos pas, c'est vraiment ne pas tout à fait comprendre comment ça marche. Donc, j'en sais pas plus. Voilà. C'est quand c'est le bon moment et que allez savoir. Peut-être je devrais poser la question aussi. Autre écueil, confondre discipline et constance sur le chemin. Il n'est pas question de se cravacher sur le chemin. Plutôt d'avoir un rendez-vous avec soi selon le rythme de chacun pour regarder, transmuter, se rajuster. C'est un suivi entre soi et soi, notamment parce que l'époque, elle est quand même sacrément troublée et troublante. On est dans une épreuve collective actuellement, qui d'ailleurs teste largement notre sens du collectif, c'est pour ça qu'elle est collective. Alors, pas pour voir si on est capable d'entrer dans un mouvement de soumission type le doigt sur la couture, c'est pas ça l'idée. Permet quand même de voir si on cède à cette haute extrémité qui serait ce que j'appelle le mode TPMG, c'est-à-dire tout pour ma gueule. Est-ce que ce qu'on vit là comme une épreuve collective, ça nous amène à toujours plus de division, de dualité, parce que la tentation, elle est grande, en effet, de céder à ses colères, ses remous intérieurs, son sentiment d'injustice, ses luttes de pouvoir et les programmations associées, tout ce que je viens de dire là, dans cette vidéo depuis un bon moment, ou alors à plus de conscience de l'interreliance entre chacun d'entre nous. Je vous laisse le soin de répondre à ça et de choisir votre propre positionnement. Et c'est aussi ce que j'ai essayé d'éclairer avec vous à travers cette vidéo, forcément incomplète parce qu'il y a tant à dire et en même temps beaucoup a été dit, au-delà des mots, communication à tiroir, vous savez bien, à partir de là où j'en suis, je le redis, selon la vision là où j'en suis, et que je vous invite évidemment à passer au fil de votre discernement aiguisé pour en faire vôtre. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien.